présentation d'ordre interne et concernant le déroulement de ce webinaire. Merci, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je m'appelle Amarachi. Je vais vous présenter quelques règles de base au niveau de l'OMS afin d'avoir des conversations fructueuses. L'OMS, comme vous le savez, est engagée à ce que tout le monde puisse participer à des webinaires dans un climat inclusif et respectueux. Nous fonctionnons en respectant les normes les plus élevées et nous avons un respect envers les uns et les autres et au cours de tout événement de l'OMS. On peut être en désaccord, mais il faudra le faire avec beaucoup de respect. Alors, nous avons le service d'interprétation en anglais, français et en portugais. Si vous regardez en bas de votre écran, vous allez voir une icône avec le symbole de la Terre, c'est écrit interprétation. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez les langues disponibles qui vous conviennent. Il est également possible d'éliminer le son original afin d'avoir une bonne expérience. Nous utilisons l'option questions-réponses, Q&A, pour la thématique d'aujourd'hui, les questions, les réponses. Vous pouvez également profiter du chat pour vous présenter. Nous vous encourageons à inscrire votre nom et le nom de l'organisation pour laquelle vous travaillez afin que nous saurons comment interagir avec vous. Nous avons également un bouton pour lever la main juste en bas de votre écran Zoom. Donc juste à côté de Q&A, questions-réponses. Au moment des questions-réponses, vous pouvez lever la main et vous pouvez interagir directement avec les panélistes. Vous avez également remarqué que tout en participant à cette réunion, que ce soit participant ou panéliste, nous allons donc prendre note de votre présence pour prendre en compte vos contributions afin d'améliorer nos futures réunions. On peut les partager sur LinkedIn, YouTube ou bien dans les différents canaux d'apprentissage que nous avons. Le matériel concernant cette séance, y compris les enregistrements, les présentations de ce webinaire seront partagés les jours suivants. Alors, si vous vous souvenez très bien, hmm, nous avions auparavant collecté certaines données à titre d'information de certains d'entre vous. Et on en a par exemple les questions, les enregistrements, les questions-réponses, le nom de votre organisation et vos noms seront donc pris en compte. Les données seront conservées entre l'OMS et notre partenaire EcoIndia et ces données seront gardées confidentiellement. Les données seront donc utilisées aux fins d'archives pour des services, pour assurance qualité, mais également pour identifier les données. Vous ne verrez jamais votre nom dessus parce que ces données seront utilisées avec toute confidentialité. Mesdames et messieurs, je vais donc vous présenter l'ordre du jour avant de passer la parole au docteur Saliou. Le modérateur aujourd'hui est le docteur Saliou qui a commencé. Moi, je m'appelle Amarachi et je me suis occupé des questions internes. Nous aurons donc un discours d'ouverture provenant du docteur Étienne. Alors, je ne sais pas si docteur Salam est parmi nous aujourd'hui. Ensuite, docteur Saliou va vous présenter les objectifs et les contributions que nous attendons de ce webinaire. Et après, docteur Étienne qui est donc PAM de l'équipe HIR, va nous présenter un regard sur la surveillance, l'analytique et la détection. Et ensuite, nous allons regarder la démonstration du système DHIS2. Et c'est Sarah Gilbert. Et un peu plus tard, nous aurons la séance questions-réponses qui sera donc modérée par le docteur Emmanuel au niveau de l'IDSR. Alors après cela, nous aurons le discours de clôture provenant du docteur Étienne, qui est notre PAM. Sur ce, je repasse la parole au docteur Saliou. Merci infiniment, Amarachi. Merci pour toutes ces introductions. Encore une fois, je vous souhaite à tous et à toutes bienvenue à ce webinaire.
Ce webinaire fait partie d'une série sur l'IDSR, son amélioration dans la région africaine. Et comme vous le savez, l'une des composantes de l'IDSR, c'est la version électronique, c'est-à-dire que nous allons avoir recours à la digitalisation pour l'analyse, le partage et le traitement de données aux fins des infrastructures au niveau national, des districts et régional avec nos partenaires. Voilà. Veuillez me permettre de donner la parole au docteur Étienne qui va procéder au discours d'ouverture. Alors, moi, je suis docteur Dialis Saliou, je suis épidémiologiste et je passe la parole au docteur Étienne. Merci, docteur Saliou. Merci à tout le monde. Docteur Saddam ne pourra pas être présent avec nous. Comme vous le savez, nous avons notre nouveau RD cette semaine et ce est déjà patient, mais je profite de l'occasion de ce webinaire. Alors, nous savons que l'action que nous menons en Afrique est donc l'action principale pour procéder à la prévention et la détection précoce des risques auxquels nous sommes confrontés sur le continent. Ceci est très important, mais comment s'y prendre? De quoi avons-nous besoin? Et comment est-ce qu'il est possible d'améliorer nos processus afin de détecter de façon précoce? C'est ça la thématique de ce webinaire. Alors, cette séance sera une opportunité pour beaucoup d'entre vous pour interagir avec l'équipe, pour voir ce qui se passe, ce qui peut être utilisé, ce qui peut être adapté selon les contextes et comment est-ce qu'il est possible de mieux contribuer en tant qu'État membre. Je ne vais pas prendre le temps, mais au nom du docteur Salama, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et je vous souhaite à tous et à toutes des discussions fructueuses au cours de ce webinaire. Merci. Docteur Saliou. Merci infiniment, docteur Étienne. Alors, maintenant, nous allons passer donc aux aspects exécutifs de ce webinaire. Alors, parlons des objectifs. Euh, Nous allons parler de l'une des composantes de l'IDSR, c'est le IDSR. L'objectif principal est de démontrer l'utilisation de nouvel outil électronique IDSR et de la plateforme qui a été mise en place aux fins des États membres. Alors, le premier objectif sera de présenter un aperçu de la plateforme DHIS2 concernant la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Ça nous parlera donc des trajectoires de surveillance à travers tous les événements. Nous allons donc voir comment utiliser cet outil et comment utiliser ce système. Après cela, le deuxième objectif consistera donc à fournir des liens à tous les participants afin que ces derniers puissent avoir accès à ces outils. Et en dernier lieu, nous allons parler des défis et des perspectives sur la mise en œuvre et l'utilisation de l'IDSR électronique en Afrique. Voici donc les objectifs de ce webinaire. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la première partie qui notamment sera présentée par le docteur Étienne. Docteur Étienne est donc responsable de programme concernant euh, le département d'évaluation des risques. Merci, docteur Saliou. J'espère que tout le monde a un regard sur mon écran. Permettez-moi de prendre quelques minutes afin de pager quelques diapos afin de planter le décor, mais aussi pour vous présenter un aperçu de ce dont il est question ici, quand on parle des outils de surveillance. Nous allons donc essayer de voir ce qui est utilisé afin d'accompagner le travail sur le terrain.
Comme vous le savez, nous faisons face à une forte quantité de données. Il faut donc garder cela à l'esprit. La plupart des pays, au niveau régional, ont été informés sur le suivi, n'est-ce pas, des médias à travers l'iOS. C'est donc un système open source qui devient un outil de plus en plus populaire qui nous permet de détecter de façon euh, précoce. Nous avons par exemple la création de beaucoup de données par jour. Et donc, nous avons la stratégie de l'IDSR, qui est une stratégie adoptée par les États membres. C'est donc mise en œuvre. Nous avons une bonne expérience avec cet outil. Nous stockons des données pour les différents cas qui ont été identifiés. Et comme vous le savez, chaque année, nous avons en moyenne plus de 100 événements. À titre de référence, l'année dernière, il y avait 145 événements, ce qui est quand même un chiffre très important. Nous avons des laboratoires, nous avons également la surveillance de génomique, nous avons le séquençage des données, le séquencement des données, et puis avec les capacités que nous avons sur nos continents, nous avons d'autres types de bases de données. Par exemple, la population, où on peut faire la surveillance tout en sachant ce qui se passe. Nous avons également les bases de données climatiques et environnementales. Voilà donc ce qui montre un volume très important de données que nous recevons chaque jour. Alors, parlons de façon spécifique de l'IDSR pour la surveillance des maladies et réponses intégrées. Je vais vous présenter un peu. Quand vous êtes au niveau des pays, vous allez peut-être observer vos données quotidiennes, vos données hebdomadaires. Il est également très important de voir ce que nous faisons avec ces données en termes de volume. Ce que vous voyez ici en rouge, en point rouge, représente les districts à partir desquels nous recevons des données chaque semaine. Nous avons notamment plus de 17 millions de kilomètres carrés en superficie, ce qui représente près de 6 000 districts. Et nous avons un nombre important de districts pour les pays. Vous avez par exemple 700 districts, ce qui représente des volumes très importants de données. Et puis ici, nous avons une combinaison de populations, comme vous voyez, où nous observons et nous recevons beaucoup d'informations. Et c'est également des endroits où nous pouvons améliorer les systèmes de surveillance. Voici donc c'est quel l'objectif. L'objectif est de savoir comment est-ce qu'il est possible d'améliorer ces données. Alors, concernant les initiatives de l'IEDSR que nous faisons depuis 1988, 98 autant pour moi, nous sommes maintenant à la troisième édition de nos directives. Mais il reste encore beaucoup à faire car nous avons identifié des écarts. L'OMS Afro a donc créé l'initiative TAS, Système de surveillance pour transformer l'Afrique, ce qui nous permet d'améliorer la façon dont nous gérons l'IDSR. On se focalise beaucoup plus dans l'aspect électronique et numérisation. Comment est-ce que nous pouvons améliorer les processus comme je l'ai décrit, ce qui devient de plus en plus important. Ainsi, à travers la mise en œuvre de l'initiative TAS, euh, nous avons beaucoup de sondages qui ont été réalisés, aussi bien que la production des rapports, ce qui nous permet donc d'avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain et des défis de mise en œuvre de l'IDSR. Quand on parle par exemple de la couverture géographique, il s'agit également de tous les districts et de tous les pays, comme vous pouvez le constater. Il y a également certaines zones où on doit se demander si nous avons les capacités en termes de laboratoire. Est-ce que nous présentons une surveillance intégrée? Est-ce que nous appliquons la surveillance One Health? Et puis, avec les outils que nous avons, des outils très puissants, cela nous aide à améliorer ce processus. Vous comprenez donc que cela sous-tend le leadership.
Nous savons par exemple ce qui se passe. Nous avons une bonne connaissance à travers tous les différents sondages. En résumé, la mise à l'échelle est très importante, mais la gestion également est très importante et la capacité de gérer ces données joue un rôle très important. La capacité de faire le séquencement, mais il est important de suivre tout ce processus afin de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de politique ou en termes de coordination dans ce processus. Alors, ici, c'est donc pour présenter le contexte de façon résumée de ce que nous avons déjà fait au cours de ces 3 dernières années. Nous avions des ateliers. Ce webinaire fait partie d'une série d'autres webinaires que nous avons déjà tenus. Alors, vous voyez donc ici l'évaluation. Nous avons également les ateliers régionaux au nombre de 3 et les États membres y ont participé au niveau sous-régional, que ce soit Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, l'Afrique australe également. Ainsi, cela nous montre comment est-ce que, en collaborant ensemble, nous pouvons identifier les failles afin de cibler ces failles et pour trouver des solutions. D'autre part, nous avançons très vite dans la mise en œuvre de l'EOS, donc c'est l'open source, et ce qui contribue à la détection précoce. Nous avons 42 pays et nous allons donc utiliser cet outil pour aider davantage. Sur ce, euh, je voudrais féliciter tout le monde car nous avons réalisé du progrès. Je me rappelle qu'au mois de mai en 2022, euh, quand vous regardez par exemple le rapport qui était présenté concernant l'IDSR, cela montre que avant c'était très difficile. Mais aujourd'hui, on s'en félicite car aujourd'hui, nous sommes en train de perdre un tout petit peu la main en termes donc de surveillance de routine. Avec tout le travail qui a été réalisé et à travers les discussions, nous voyons donc euh, qu'il y a beaucoup de choses qui figurent dans nos rapports. Ce qui veut dire que les données sont de plus en plus disponibles et les pays se sentent à l'aise pour partager leurs données. Alors, nous avons donc ces données très importantes, ce qui nous permet donc de regarder le progrès. C'est vrai qu'en termes de délai, c'est toujours très faible parce que nous voulons des données hebdomadaires. Il faut que nous soyons capables de produire des données chaque semaine afin de les utiliser et prendre des décisions. Mais nous disons également que si nous utilisons les données, il faut donc essayer de voir le côté analyse. Nous voyons qu'il y a également du progrès sur les délais passés. Ici, dans ce cas en particulier, nous avons des données de l'EDSR et nous avions des analytiques qui ont été utilisées au cours de 3 jours, ce qui est très intéressant. Alors ici donc, cela montre le résumé de ce que nous avons déjà réalisé. Voici donc les zones sur lesquelles on devrait s'appesantir et s'améliorer. Alors, au niveau de l'OMS Afro, nous avons déjà discuté énormément avec vous. Nous avions commencé avec euh, ce qu'il faut identifier afin d'améliorer ces processus. Et ici, nous avons les outils auxquels nous réfléchissons. Euh, En tout cas, de par le premier webinaire, il a été mentionné de la création d'une plateforme régionale d'IDSR afin de sauvegarder les données et de faciliter l'aspect analytique et que les pays peuvent également s'en servir au fin de leur système. Comment est-ce qu'il est possible de visualiser les données de façon panoramique euh, afin d'avoir une vue d'ensemble? Et puis, comment signaliser
les événements, comment les tracer. Et puis, comment est-ce que nous pouvons nous inspirer des événements à partir de la base de données. Et puis, il y avait également une composante de les appliquer sur le terrain à travers les outils de géolocalisation, ce qui nous permet de visualiser la réalité sur le terrain. Et puis, comment les mettre dans une plateforme. Nous avons donc créé ce lien où vous pouvez donc avoir accès à ces données, emergencydata.afro.who.int. Vous pouvez donc avoir accès à tous ces outils, mais aussi à travers les autres documents. Alors, c'est donc un endroit où vous pouvez avoir référence afin de voir ce qui pourrait vous être utile. L'intégration. Euh, Ce qui est très important à retenir dans l'intégration, c'est de savoir seul. Et c'est à ce niveau où on voit l'importance de l'interopérabilité. Il faut lier tous les différents points. Par exemple, lorsque je commençais dans le suivi des médias, qui nous permettent donc à créer beaucoup de données, nous avions donc vu quels sont les signaux et comment identifier les événements. C'est donc à travers la plateforme DHIS2. Ici, c'est pour vous présenter un peu une vue d'ensemble. Nous avons par exemple les données hebdomadaires de DDSR sont identifiées et stockées et traitées. Et à partir d'autres sources, notamment les laboratoires et puis les structures One Health, on peut donc les sauvegarder sur une plateforme connectée, la plateforme que vous voyez, et puis les signaux également euh, qui sont intégrés dans cette plateforme. Nous avons également créé des petites applications à partir de cela, à travers la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, de centrale, autant pour moi, ce qui nous permet d'extraire et de créer des sous-systèmes au niveau sous-régional. En tout cas, tous les événements, une fois confirmés, sont conservés à travers des outils de gestion, à travers l'IHR ou bien les notifications de bureau pays. Toutes ces données sont stockées ici. Nous avons donc capitalisé tout cela dans ce que nous appelons OLT, donc les données concernant les événements de flambée. On voulait donc les garder au sein de la base de données de l'OMS. C'est donc un nouveau projet que nous avons lancé, le projet OLT, ce qui nous permet de documenter des anciennes expériences afin que nous continuions à nous baser dessus. Alors, l'option panoramique nous permet donc d'avoir comment est-ce qu'il est possible de visualiser ces données de façon simple. Et nous pourrons identifier les compétences pour visualiser cela. Tous les événements également doivent être tracés, identifiés et en dernier lieu, il est important de voir comment créer de la collaboration afin que nous puissions s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire. On parle par exemple de la surveillance transfrontalière. Alors, à partir de là, nous avons dû consolider les systèmes de surveillance de données. Et puis, une autre information très importante, c'est le Data Hub, qui est représenté par ce centre d'excellence que nous appelons DataSphere, qui nous permet donc à résoudre quelques problèmes, notamment l'intégration avec les données, mettre en place des systèmes de surveillance qui interagissent, et puis prendre en compte l'aspect renforcement des capacités. C'est donc une opportunité, comme je l'ai dit, pour que les gens identifient le centre et puissent toujours avoir recours pour davantage de collaboration, que ce soit en matière de besoins de formation, en matière de ressources, etc. Alors, voici de nouveaux outils. Nous allons faire la démonstration dans quelques instants. Alors, les outils doivent
interagir, comme je l'ai dit. Par exemple, à partir de la plateforme IDSR, vous voyez donc certains outils qui ont été créés, par exemple, sur l'automatisation, ou bien comment est-ce qu'il est possible de communiquer en cas d'alerte au niveau d'un pays. Comment est-ce que nous pouvons sauvegarder ces événements et voir au quotidien quels sont les nouveaux signaux ou bien les nouveaux événements et comment est-ce qu'il est possible de gérer pour voir si nos équipes arrivent à procéder au processus de vérification. Et puis, concernant les sources, la source verte d'informations épidémiques, EIOS, comment est-ce que nous arrivons à identifier ces événements et puis procéder à l'analyse des signaux que nous recevons. Alors, Gilbert va vous faire le tour de la question, mais je voulais très rapidement vous montrer quelques descriptions afin de résumer ce que j'ai déjà décrit. Alors, la plateforme centralisée est une chose. Nous savons que les pays sont dotés de leur propre système, mais il faut interagir. C'est pourquoi nous disons qu'il est très important de centraliser au niveau de la plateforme IDSR. Et donc, avec ces outils, on devrait les adapter selon nos contextes et ceci consiste l'objectif présent. Alors, il y a déjà deux pays qui utilisent cette plateforme pour leurs données hebdomadaires et une fois que les données sont soumises, ils ont accès à ces aspects analytiques. Voilà donc ce que nous voulons essayer de faire pour montrer que les informations existent et que nous devions les utiliser et les intégrer dans tous les cas. Alors, concernant la vue panoramique de l'IDSR, à partir d'un seul clic, cela nous permet de voir ce qui se passe en termes de données collectées au niveau hebdomadaire, etc. Quelles sont les tendances, les maladies, les risques, la création également d'un calendrier de risques, l'aspect des saisons, et puis la surveillance qui est très importante sur le terrain, notamment au niveau des districts. Alors, l'outil est également censé créer des bulletins. Nous avons un journal, IDSR, qui est produit au niveau des pays. Il est donc très important de faciliter ce processus afin que nous puissions produire ces données avec des aspects graphiques où nous pourrons y avoir accès et ajouter des commentaires supplémentaires pour finaliser le bulletin. Alors, les signaux et les événements. Il est très important de voir ce que nous faisons à chaque semaine, mais aussi au niveau au quotidien. Qu'est-ce que nous essayons d'identifier et puis notamment ce que nos équipes font sur le terrain. Alors, il est également très important de prendre en compte le processus de vérification, euh, que nos équipes prennent des actions afin que nous puissions manquer aucun signal. Vous savez, lorsque les événements sont confirmés, il est très important de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est la raison pour laquelle nous documentons ce qui se passe et on s'assure de comprendre les actions entreprises par rapport à ces événements. Alors, Gilbert vous en parlera plus en détail, mais j'aimerais résumer en disant que lorsque vous avez votre IDSR, vous avez également la confirmation de vos événements, nous procédons à la traçabilité. On peut donc vérifier ligne par ligne quels sont les événements, quels sont les détails de ces événements. Ce sont donc les informations qui sont très utiles afin d'améliorer ce que nous faisons. Voici donc un exemple de notre équipe qui s'assure d'identifier les événements. Les collègues sont toujours présents de façon opportune. Et puis, ce sont des outils qui sont utilisés par nos équipes. Vous voyez, par exemple, les différentes actions qu'on peut entreprendre au niveau des pays pour s'assurer que nous identifions les événements et les signaux. Et puis, la surveillance de tous ces événements, leur traçabilité, la compréhension des détails,
L'objectif n'est pas simplement de regarder l'aspect des pays, mais aussi de comprendre ce qui se passe sur le terrain et au niveau régional. Je vais donc conclure avec ces pages, une fois que nous avons les données, une fois que nous avons intégré toutes ces données. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser en termes de quantité de données? Il faut donc faire le modélage, c'est-à-dire l'analytique avancée, si on veut faire des prévisions sur ce qui se passe, notamment sur les impacts liés au changement climatique, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les données collectées. Et puis, on peut également accompagner les différentes flambées sur le terrain. Ici, nous avons des exemples de l'importance d'avoir des données. Dans ce cas, ça nous permet de connaître les outils, les types de données, et ça nous permet de savoir ce qui existe sur le terrain. Notamment si on parle des flambées des Mpox, qu'est-ce que nous voyons en termes de tendances, et puis ça nous permet de cartographier ces événements. On peut également connaître quelles sont les zones qui sont beaucoup plus sensibles. Alors, nous regardons également quelques autres aspects supplémentaires, par exemple la probabilité d'événements, le pourquoi et le lieu, et comment faire pour éviter de tels événements. Mais il faut les données pour avoir de telles conclusions. Alors, pour le cas spécifique du choléra, ici nous avons les tendances et puis les perspectives à venir. Quelles sont les variables, notamment l'adduction en eau, l'assainissement et puis les aspects hygiène. Pour conclure, le changement climatique, comme vous le savez, j'ai dit que cet aspect joue un rôle très important en termes d'événements de flambée. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Voici donc des questions très importantes qu'il faut se poser sur la base des données. Ici, nous avons l'exemple de la surveillance transfrontalière que nous avons fait au niveau des États d'Afrique centrale. C'était donc un projet spécifique et ceci sera très important. Je formerai donc cette information car c'est très important de partager des informations au niveau des frontières, au niveau des points d'entrée et à partir de là, ça nous permettra d'encourager, de voir comment consolider et procéder à l'analyse des données. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vous repasse la parole, Saliou. C'était très long, mais l'idée, c'était de planter le décor et puis voilà, de savoir ce que nous pouvons prendre en détail. Très bien, merci, docteur Étienne, qui a une communication très appréciée. Chers collègues et participants, effectivement, c'est un système très bien consolidé, un système où nous pouvons tout avoir. Alors, vous voyez que la gestion, le stockage et l'analyse des données, sans oublier l'automatisation à partir de l'intelligence artificielle et l'analyse sophistiquée sont toutes intégrées dans un seul système. Alors, nous pouvons avoir des données de manière manuelle et nous voulons passer à l'automatisation. Ce système est interopérable avec tous les autres systèmes qui existent au niveau des pays. Nous y travaillons, mais nous savons aussi que ce système est accessible par les pays. Alors, c'est une très grande amélioration en termes de l'ITSR en Afrique. Le docteur a parlé du centre d'excellence qui existe, qui est basé à Dakar. Et le centre est accessible pour toutes les régions de l'Afrique, surtout en lien avec les aspects qui ont été présentés.
Nous vous enverrons, mesdames et messieurs, le lien euh, pour y avoir accès aux ressources de ce centre d'excellence. Les pays pourront y avoir accès, ils pourront également utiliser les systèmes qui existent. Il y a déjà, à travers ce système, des résultats importants que nous pouvons avoir. Nous avons une amélioration de la fréquence et même de l'analyse détaillée. Alors, c'est une grande réalisation pour nous. Maintenant, nous allons passer la parole à Gilbert. Gilbert qui va nous faire parcourir le système de manière détaillée afin de vous faire comprendre comment tout fonctionne. Alors, Gilbert, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci, docteur Sayou. Et bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Comme le docteur Étienne l'a si bien mentionné, cette plateforme a été conçue pour aborder les défis en termes de détection d'épidémies et pour pallier aux problèmes de capacité limitée. Je vais maintenant vous faire comprendre que aujourd'hui, nous avons assez de données qui nous aident à faciliter l'analyse, ce qui parfois influe sur nos activités de planification. Alors, nous travaillons sur cette plateforme depuis un bon moment et nous avons reçu des appels, fait des activités de consultation avec les pays pour peaufiner la plateforme, bien établir l'intention et comment recevoir tout le nécessaire. Nous avons fait des rapports utilisant des fichiers Excel et il faut savoir que chaque pays a son système de rapport. Et nous essayons de nous aligner à chaque méthode de rapport, tout en essayant d'améliorer les choses. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'atteindre tous les pays, ce qui nous réjouit d'ailleurs. Et très bientôt, nous serons en mesure d'avoir les données venant de tous les pays. La plateforme étant le DHIS2 permet de répondre aux besoins des différentes équipes. Mais pour prendre en compte la technologie telle que l'IA, le processeur des machines, nous arrivons à faire une analyse automatisée, que ce soit pour la détection précoce. Mais nous avons aussi l'opportunité de réagir rapidement en fonction des différents contextes. Alors, nous avons la situation actuelle, nous avons aussi l'opportunité de discuter avec vous, les équipes de surveillance des États membres et des partenaires, et nous discutons sur comment aller plus loin avec ce système, parce que ce système change avec le temps. Et sans vos retours d'informations, nous ne saurons atteindre le niveau escompté. Et nous essayons vraiment d'y arriver avec vous, marchons ensemble afin de continuer à développer les plateformes, afin de répondre aux besoins de surveillance dans la région. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais partager mon écran afin de vous faire parcourir tout le système. Et après la présentation, nous allons entamer les discussions, nous allons écouter des recommandations sur comment entrer en contact avec vous
et comment aller plus loin. Ça va nous permettre de garder, bien sûr, le contact, même après cette communication. Alors, comme je le disais, c'est le DHIS2 et vous avez besoin d'identifiant, un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir vous connecter à la plateforme. Ça va vous permettre de voir toutes les fonctionnalités de l'outil, son potentiel et ce que nous comptons faire avec cette plateforme. Alors, une fois en ligne, vous verrez un tableau de bord qui a été personnalisé pour notre région. Là, il y a des tableaux de bord spécifiques par pays. Si vous êtes utilisateur du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous verrez un tableau de bord personnalisé aux exigences du pays. Alors, ça prend en compte les questions de confidentialité de données et certaines informations euh, pertinentes ou spécifiques au pays. C'est important d'avoir des exigences en termes d'accès afin d'empêcher qui que ce soit pour des personnes indésirables de se connecter. Alors, il y a des applications qui ont été conçues pour répondre au format ou au modèle spécifique des pays. Alors, vous devez choisir le pays, la semaine de rapport. Et après, vous cliquez sur le bouton qui vous permet de choisir le fichier Excel. Une fois le choix fait, vous cliquez sur Importer euh, données et ça va prendre le temps d'un instant, que ce soit 2 à 3 minutes, par exemple, par pays, pour pouvoir importer les données. Plus vous avez des districts, plus ça va prendre du temps d'importer des données dans le système. Pour faciliter cette tâche, vous devez avoir votre format conforme à la configuration du système. Parce que pour chaque pays, nous travaillons sur les formats et c'est important de faire une bonne configuration selon le système. Il y a des niveaux géographiques ou administratifs pour faciliter la configuration. Il y a les noms de districts, les délimitations à prendre en compte et tout ceci avec les équipes du pays afin de mettre en application ces changements et pour pouvoir téléverser les données. Le système a été conçu pour pouvoir éviter ou éliminer certaines erreurs lorsque vous essayez d'importer des données. Pour importer vos données, vous verrez un email qui vous indique le seuil. Si on vous donnera par exemple le nom de district et des cas, c'est maintenant à vous de revoir ces données afin d'éviter les erreurs. S'il y a un quelconque problème, vous vous référez à l'équipe compétente afin de pouvoir continuer l'activité. Là, vous voyez, nous avons des données pour différentes années comme indiqué à l'écran. Et il y a des statistiques pour certaines maladies euh, particulières. Par exemple, pour 2025, voici les chiffres sur le choléra. Et c'est à vous de choisir l'année qui vous convient afin de recevoir les données que vous recherchez. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine 23 par rapport à la semaine 22? Et vous verrez facilement les changements. Il est aussi possible d'avoir une idée de l'analyse du seuil de la manière la plus simplifiée. Par exemple, là, voici un pays qui a déjà fait des rapports pour
la semaine 25. Il y a déjà beaucoup de pays qui ont déjà fait des soumissions pour cette semaine 25 en particulier. Là, si je clique par exemple sur la diphtérie, je vois des pays qui ont déjà soumis des informations. Et là, on se demanderait, est-ce qu'il y a autant de cas comme indiqué dans le rapport du Nigeria, du Mali? Et c'est facile d'entrer en contact avec ces pays pour vérifier ces chiffres. C'est aussi pareil pour le choléra. Nous avons encore des informations là. Et vous pouvez voir s'il n'y a pas de pays qui ont de nouveaux cas de choléra. C'est pareil aussi pour la méningite. Alors, comme ça facilite l'action de nos équipes. Là, nous avons un tableau euh, qui s'étend sur les 9 dernières semaines. À quoi ressemble la situation pour les pays qui utilisent la plateforme? En rouge, on vous indique qu'il y a un seuil qui a été atteint. Ça veut dire que les pays sont allés au-delà du seuil et ça nous pousse à faire une vérification. Si vous cliquez sur une quelconque case, ça vous ouvre cette fenêtre d'analyse de seuil qui permet d'avoir une idée sur les maladies en question. Vous pouvez aussi cliquer sur une case pour exporter vos données à partir d'Excel. Ça vous permet d'avoir des données sur une semaine particulière ou même concernant un pays en question. En bas, il y a un diagramme qui indique les pays avec le le plus grand nombre de maladies. Voilà, donc c'est juste un aperçu du tableau de bord qui vous explique l'état des lieux. Ensuite, nous avons la catégorie tendance. Je peux choisir une période particulière et faire un trait en fonction de la maladie ou du pays. On peut même aller plus loin pour se concentrer sur une région selon les équipes qui y travaillent. Donc, peu importe le choix ou les clics que vous faites, les données vont s'afficher et vous pouvez facilement les visualiser. Par défaut, on nous montre la semaine 1 jusqu'à la semaine 26 pour l'année 2025 et nous verrons toutes les statistiques. Et cette fois aussi, il est également possible d'exporter ces informations à des fins d'analyse. Il est aussi possible de vérifier les pays ou les entités qui ont fait des rapports ou des soumissions. Alors, partout où vous voyez le rouge, ce sont les pays qui n'ont pas encore soumis des données pour la semaine particulière. Si vous ne les avez pas soumis, ça ne veut pas dire que les données manquent. C'est juste que les données ne sont pas encore arrivées jusqu'au système. Par exemple, avec l'Éthiopie, nous essayons de voir comment arranger les choses parce que la situation est particulière. Nous essayons d'entrer en contact avec les pays dans ce cas afin de leur permettre de faire des soumissions. Là, c'est ce que nous appelons le calendrier de risque. Ce sont les données qui ont été récupérées venant des pays, mais aussi les données existant dans notre système. Alors, nous pouvons voir pour un pays particulier la période de l'année où il y a eu
des épidémies ou une augmentation euh, du nombre de cas d'une certaine maladie. Alors, nous envoyons des notifications, que ce soit par message ou par mail, aux partenaires afin de leur demander de se préparer à temps par rapport à une certaine épidémie sur une période. Alors, les données existent, mais nous essayons de les traiter afin de permettre au pays euh, de soit d'être préparé. Vous voyez qu'il y a toujours des liens inactifs. Le travail est en cours. Nous essayons de développer encore le système. Nous ajoutons d'autres caractéristiques euh, et plus nous avons des retours de vous, nous serons en mesure de renforcer le système. Le système vous sera utile. Il n'est pas seulement conçu pour euh, Afro, mais nous sommes convaincus que ces données vont seront utiles à tous les pays, pas seulement à Afro. Alors, ce sont les données que nous recevons de manière hebdomadaire. Et à partir de ces données, nous sommes en mesure d'entrer en contact avec d'autres systèmes. Par exemple, le système d'information ou même d'autres systèmes d'analyse qui nous permettent de pousser les analyses ou pour les équipes dans la recherche voulant mettre l'accent sur une épidémie quelconque. Alors, pour ces pays qui arrivent à nous fournir ces données régulièrement, nous vous sommes reconnaissants. Le parcours a été long, mais vous nous aidez. Je me rappelle, il y a de cela quelques semaines, nous avons utilisé cette analyse de seuil pour détecter le choléra en Afrique du Sud. C'est vrai que nous avons d'autres systèmes tels que les IOS et d'autres rapports, mais avec ces données, nous pouvons euh, agir immédiatement à travers l'analyse de seuil. Donc, c'est notre système, mais il y a encore un autre système que nous appelons signaux et événements. Et là, il s'agit d'un outil qui permet, permet à notre équipe de renseignement euh, de traiter les signaux par rapport aux événements qui arrivent. Alors, nous essayons aussi d'automatiser ce système parce que l'objectif ultime, c'est de permettre aux équipes de travailler euh, de manière automatisée. Aujourd'hui, nous avons des données, nous devons les traiter, nous devons les préparer, tout cela prend du temps. Alors, nous essayons de faire une intégration entre ce système et l'EIUS en fonction de certains systèmes pays. Nous voulons également utiliser le système pour y avoir accès aux informations pays et leur prêter main forte dès que possible. Il y a différents canaux de rapport. Chaque fois qu'il y a un signal ou un événement, nous pouvons les enregistrer en remplissant ce petit caméra. Si c'est un signal, il y a un tableau de bord où nous avons tous les anciens signaux et les présents. Il y a différentes fenêtres avec certains événements déjà confirmés, d'autres en cours de vérification ou en attente. Et si vous avez un chiffre élevé, parce que ça concerne une semaine particulière, si je clique par exemple sur les actions de suivi, je pourrais voir tous les signaux qui existent et les autres en cours de vérification.
Ça nous permet de savoir toutes les équipes aussi qui travaillent d'arrache-pied sur certains signaux. Par exemple, au niveau des signaux en cours de suivi, nous pouvons cliquer sur un bouton nous permettant de pouvoir suivre cet événement. Nous pouvons aussi changer le statut de cet événement, que ce soit un événement confirmé. Et là, le système change de statut. Il passe maintenant euh, d'un signal à un événement. Alors, il passe maintenant de la liste des signaux pour devenir un événement. Il y a aussi la liste d'événements en cours ou des événements croisés. Il y a aussi toute la liste d'événements passés à prendre en compte. Si par exemple vous avez reçu un signal qui a été confirmé pour devenir un événement, ou même un événement qui n'est pas passé par la confirmation d'un signal, vous pouvez cliquer sur les liens et vous le faites pour les lorsque, lorsque vous créez ces événements aux informations que vous pouvez recueillir venant des équipes qui travaillent. Nous travaillons également par un événement, par exemple pour le choléra. Si je clique sur le choléra, disons par exemple en Angola, je peux me retirer à cet outil afin de travailler de manière plus spécifique. On peut avoir le nombre de cas de choléra pour les pays, mais nous pouvons aussi cliquer particulièrement sur un pays pour avoir des informations plus précises. Alors, nous y travaillons encore pour rendre le système plus utile dans notre gestion d'épidémie. Hmm. Nous développons davantage le système pour pouvoir gérer les cas de choléra et également d'autres épidémies. Les équipes peuvent se référer à cette page afin de voir combien d'événements sont en cours. Il est également possible d'avoir des informations. Par exemple, s'il y a des discussions, c'est possible euh, de le faire afin de pouvoir faciliter la communication. Il est aussi possible de faire des mises à jour sans ouvrir tout l'événement. Tout cela se fait à partir d'un simple bouton que vous pouvez cliquer. Il est possible également de faire le résumé de certains rapports hebdomadaires que nous envoyons aux équipes afin de les informer sur les, les évolutions des maladies. Au même moment, nos équipes ont des mécanismes de suivi afin de faire en sorte que toutes les activités sont faites à temps et faciliter l'intervention euh, de tous. Euh, C'est de cette manière-là que nous travaillons afin d'avoir des informations. Nous, a- Nous avons également un moyen de suivre ces épidémies au fil du temps afin de nous conformer aux bonnes pratiques.
Merci infiniment pour votre attention. Alors, je suis disposé à répondre à vos questions et vos commentaires et vos contributions sont très importantes parce que nous voulons améliorer le système pour mieux vous servir. Merci. Écoutez, Gilbert, merci infiniment. C'était donc une présentation de vue d'ensemble du système. Et chers participants et participantes, comme vous pouvez le constater, le système est unique. Le système est intégré. Cela comporte toutes les informations que nous obtenons de l'IDSR, aussi bien que de l'EIOS. Ça nous permet donc d'identifier des signaux lorsque les signaux se transforment en événements et lorsqu'il y a un événement, ces événements sont analysés de façon régulière et une fois que les événements sont pris en compte, il en est de même pour les DSR, que ce soit au niveau de la structure de santé jusqu'au niveau des districts, concernant toutes les maladies qui font l'objet d'une surveillance. Alors, vous savez, compiler toutes ces informations à partir d'un système peut véritablement nous aider à comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe en Afrique, etc. Et comment s'en tenir face à une maladie. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la séance questions et réponses. Mes chers collègues, j'aimerais passer la parole au docteur Emmanuel qui va procéder à la modération des questions et réponses. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de cliquer sur l'option de lever la main sur Zoom. Docteur Emmanuel, merci infiniment, docteur Saliou. J'ose croire que les participants et participantes ont suivi avec beaucoup d'attention toutes les présentations. Sur ce, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez poser une question, je vous prie de cliquer sur l'icône pour lever la main et puis vous aurez l'opportunité de vous exprimer si vous avez des questions à l'endroit des panélistes. Voilà. Alors, en entendant euh, recueillir vos questions par activation de micro. Alors, il y a des mains levées, docteur Emmanuel. Comment est-ce que je Allô, peux les identifier? oui, Allez-y, bonjour, allez-y. bonjour, c'est Sila Mohamed, Data Manager depuis le bureau pays Guinée. Est-ce que vous me recevez? Du RMI, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. On vous entend. Voilà, je me présentais, je disais que c'est Sila Mohamed, en charge de la gestion des données au bureau pays Guinée. Et j'ai suivi avec brio les différentes présentations et j'apprécie beaucoup l'outil. On sait que c'est toujours un pas de plus en matière de renforcement du système de surveillance dans les différents pays. Moi, j'avais juste une question. Du moment que l'EUS que nous connaissons déjà dans le signalement, dans le suivi des signaux, qui est là déjà, et avec cet outil aussi qui va être le DHS2, est-ce qu'il y a une possibilité d'interconnexion entre les deux systèmes sans qu'on ne fasse la double saisie, c'est-à-dire qu'on le saisisse dans l'EUS, qu'on le traque dans l'EUS, et puis qu'on vienne saisir aussi encore dans le DHS2? C'est de voir s'il y a une interopérabilité, qu'on nous partage cette idée. Et puis, par après, si c'est possible à la fin de la session que l'enregistrement ne puisse être partagé. Merci à vous. Vous pouvez prendre la deuxième question, docteur Emmanuel. Est-ce qu'il est possible d'avoir une réponse d'abord à cette question?
Oui, Gilbert, est-ce que vous pouvez répondre à cette préoccupation? Oui, oui, bien sûr. Oui, je vois également un nombre d'autres questions dans le volet questions-réponses. Et puis, pour les autres, je laisserai le soin à mes collègues de répondre. Vous savez, quand on a commencé à élaborer la plateforme, on voulait avoir une intégration avec les systèmes des pays. C'était ça notre objectif initialement. Mais avec le temps, vous avez constaté que il y avait certaines choses au niveau des pays qui n'existaient pas. Par exemple, de façon automatique, une fois que vous atteignez une certaine date, vous avez donc un rapport du système ou bien quelqu'un doit procéder à l'examen de la donnée de façon manuelle. Nous avons remarqué qu'il y avait donc des étapes nécessaires au niveau du pays pour s'assurer qu'il soit euh, familier au système. Et puis on s'est demandé, pourquoi ne pas trier cela comme un processus? C'est-à-dire, on peut essayer de faciliter les choses pour voir qu'est-ce qui est disponible pour le moment, parce que chaque pays enregistrait sur un tableur Excel de façon hebdomadaire. Et puis ils envoyaient cela par courriel. Et on a donc demandé au pays de faire la mise en ligne de façon plus facile. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur comment il est possible pour les pays qui veulent avoir cette interconnexion, car ils ont déjà des API qui ont été intégrés. Et après le webinaire, nous avions donc contacté certains pays et pour voir comment travailler dans cette interconnexion. Voilà un peu notre objectif et nous sommes très désireux de collaborer avec les pays. Merci, Gilbert. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres mains levées pour des questions directes? Des mains levées dans la foule. Oui, Docteur Levinus, vous avez la parole. Vous pouvez activer le microphone, Docteur Levinus. Merci, chers collègues. Bonjour à tout le monde. En ce qui me concerne, je suis très heureux d'avoir écouté ces présentations et je vous félicite pour ces innovations. J'ai deux choses. Quelle est la différence fondamentale entre les, les systèmes de gestion d'événements et le iOS? Est-ce que c'est une analyse approfondie des systèmes de l'iOS? Voilà ce qui m'intéresse un peu. Deuxième question, cet outil, est-ce qu'il est possible de l'utiliser pour la mise à l'échelle au niveau des pays pour présenter, par exemple, les cas des données des structures de santé ou bien des districts, ou bien est-ce que ce sera simplement disponible au niveau afro pour la gestion des données des pays? Oh, écoutez, merci infiniment pour la question. Je pense que le docteur Étienne va commencer et puis Gilbert va certainement renchérir. Je peux commencer avec la dernière partie de votre question parce que vous avez posé deux. Et la première était relative à l'open source et iOS, mais la deuxième est très importante. En fait, on ne veut pas créer deux voies pour l'Afro. Nous voulons avoir une perspective régionale en termes de données pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis en même temps, nous voulons également accompagner les pays. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'encourager les pays pour s'en servir, ou bien de l'intégrer dans ce qu'ils ont déjà. Par exemple, nous avons des pays qui ont déjà deux plateformes DHIS, mais il y a des outils qui peuvent vous servir pour l'intégration. Voici un peu, c'est donc au fin des pays, parce que les pays sont à différents niveaux, mais l'objectif ultime, c'est d'avoir la capacité de chaque pays d'avoir ce potentiel. Pour répondre donc à votre question de façon plus simple, c'est de dire oui, c'est pour l'utilisation par les pays. C'est vrai qu'au niveau régional, nous allons continuer à procéder à la coordination
et voir ce que nous pouvons faire au niveau régional. Mais en fait, c'est conçu pour les pays. Nous espérons, et c'est la raison pour laquelle vous avez écouté. Nous voulons avoir cette collaboration conjointe. Nous voulons que les pays expriment leur intérêt pour adopter cet outil et de voir au cas où les pays n'ont pas un tel outil, ils peuvent l'intégrer, ou bien si les pays ont déjà quelque chose, ils peuvent prendre certains éléments pour l'intégration. Et cette collaboration devrait être en cours. Alors, concernant la même question, vous avez parlé de l'aspect sous-national. Si des pays utilisent déjà, enfin, selon leur capacité, euh, c'est avec lesquels on peut également travailler, mais ça peut être centralisé au niveau des districts. En fait, dans la configuration, vous avez les districts et il est même possible de l'amener à un niveau plus bas en termes de reporting. Le problème, c'est comment est-ce que les pays obtiennent les données au niveau de leur infrastructure pour aller au niveau des districts et puis comment est-ce que les deux parties interagissent. Par exemple, dans le reporting, euh, les données peuvent être prises en compte à distance, ça peut être également centralisé au niveau des districts. En fait, il y a tellement de possibilités. Au niveau des discussions, on peut essayer de voir la configuration de pays à pays, voir un peu qu'est-ce qui est nécessaire, et c'est à ce niveau que nous nous trouvons. Gilbert, vous avez peut-être un autre élément de réponse? Oui, en effet. En effet, je pense que nous sommes disposés à accompagner des pays pour avoir ce système, même au niveau de leur pays. On peut avoir différents niveaux de travail, ça dépendra donc des configurations de l'utilisateur, etc. En tout cas, tout est possible. Nous restons disposés pour discuter davantage et de voir comment l'amener au niveau des pays. Donc, on peut donc procéder à des interactions avec les pays sur l'utilisation de la plateforme. J'ai également vu d'autres questions. Ils m'ont demandé est-ce que c'est sur les configurations de pays en termes de gestion de données. En fait, nous avons commencé avec l'aspect général. Euh, mais l'idée est de collaborer avec chaque pays pour essayer de prendre en compte leurs besoins spécifiques. Donc, ce n'est pas configuré, par exemple, pour un cas où quelqu'un fait une notification. Nous prenons en compte l'élément de population pour certaines maladies et puis d'autres critères. Donc, ça ne s'appuie pas uniquement sur la nécessité d'avoir un nombre de cas. C'est un peu un mélange de différents matériels et à partir de là, nous pourrons donc déduire que à partir de telle ou telle analyse, cela fait partie des notifications qu'il faut configurer. Et je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, en tout cas, merci Gilbert. Je vais également ajouter, comme vous le savez, aujourd'hui nous avons les directives concernant l'IDSR. Ce que nous remarquons par rapport au système, les données respectent les directives. Par exemple, la recommandation des directives sont des recommandations qui ont été mises en œuvre dans le système. Alors, docteur Emmanuel, merci docteur Étienne, merci Gilbert pour ces réponses pertinentes. Y a-t-il d'autres mains levées? Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Alors, il y a d'autres mains, docteur Emmanuel. Nous avons Obo John Olve. Vous avez la parole. On ne vous entend pas. Désolé, nous n'entendons pas l'orateur. Oui, là, ça passe. Oui, merci.
Est-ce qu'on peut avoir une réponse de l'un de nos panélistes? C'était beaucoup plus un commentaire, mais je peux intervenir. En fait, ce que nous voulons faire, c'est en fait une utilisation maximale de la plateforme, que ce soit de façon interne, au niveau des laboratoires, des pays, au niveau afro, et pourquoi pas au-delà, en tout cas pour toute personne qui nous accompagne. Euh, donc, ce que nous avons commencé, c'était pour des besoins spécifiques. Par exemple, pour VPD, ça nous permet de voir ce qu'on peut faire euh, pour pour suivre ce qui se passe. Nous avons un très bon exemple pour la méningite. Par exemple, nous avons déjà comparé ce qui a été collecté comme données sur le terrain et comparé avec ce qui existe sur la plateforme l'IDSR avec les pays. Donc, il y a tellement de choses et il y a des choses qui existent déjà sur ce qui est produit au niveau de l'OMS, mais aussi ce qui est produit au niveau de la demande, qu'est-ce que nous pouvons ajouter et ce que nous pouvons créer et communiquer à un groupe cible afin qu'on puisse en faire usage. Donc, en général, concernant le programme, au niveau de l'Afro, ce que nous voulons, c'est d'avoir une utilisation. Mais des méningites, nous sommes très satisfaits de cet exemple parce que c'est en cours de donner. En tout cas, merci. Il y a beaucoup de questions dans le chat, s'il vous plaît. D'accord, on va essayer de voir des questions dans le chat. Il y a une question qui nous vient de Mohamed Abdul Karim. Il dit, bonjour, j'ai remarqué que la complétude dans le reporting de la vue panoramique de l'IDSR et d'autres données sont faibles. Alors, qu'est-ce que vous faites afin d'améliorer cela? Ça, c'est Mohamed. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Alors, je pense que l'idée de la vision panoramique qui reste faible, bon, pour ne pas aller dans les détails, c'est exactement ce que nous espérons faire, notamment identifier les témoins, les faiblesses autant pour moi. Pour des pays spécifiques, nous avons identifié des défis et dans certains cas, nous avions même fourni des équipes sur le terrain pour trouver des réponses à ces défis. Par exemple, là, la Guinée équatoriale, etc. Donc, lorsque nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe, du côté du reporting, on essaye donc d'aider le pays. L'équipe, par exemple, d'Emmanuel, est en train d'interagir avec les pays pour cela. Ça peut être, par exemple, euh, c'est ce qui explique un peu la vision dans le panorama. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Oui, pour y ajouter, oui, y a-t-il une question? Il y a une main levée, il y a une main levée, il y a une main levée, sauf si la personne a déjà été satisfaite. Non, non, c'est une main qui avait déjà été satisfaite. Nous avons Charlie Mayenga. Charlie Mayanga et Régis Aubian. Alors, activé, on commence par Charlie. Charlie Mayanga. Bonjour, chers collègues. Merci pour la présentation. Voilà, et pour la démonstration de la plateforme. Vous savez, désolé, je vous appelle depuis la RD Congo au niveau du bureau pays. Alors, moi, je me demande souvent, quand on parle des pays. Est-ce qu'on se réfère à des pays, des bureaux pays de l'OMS, ou bien on fait référence aux pays avec les ministres de la Santé? Les ministres de la Santé, parce que selon mon expérience, vous savez, quand il s'agit de l'analyse et des systèmes de gestion de données, ou bien des infrastructures que nous mettons en place,
la plupart du temps, on a des défis avec le ministère de la Santé. Parce que l'un des éléments compromettants de cette plateforme, c'est la faible contribution des ministères de la Santé. Il y a par exemple un manque de gouvernance dans ces systèmes. Un manque de gouvernance, d'infrastructure, notamment pérenniser la solution. Et puis, il y a également le manque total de gouvernance en matière de politique, notamment pour les données qui ont été collectées ou bien qui devraient être partagées entre le ministère de la Santé et la plateforme de l'OMS. Donc, je me demande à quel niveau est-ce que nous nous trouvons, dirais-je, est-ce que nous avons un protocole d'entente entre les États membres et les ministères de la Santé? Parce que je remarquais que cela fait partie des défis majeurs. Ceci est très important parce que parfois, on aide les ministères dans la collecte de données, mais ces derniers veulent garder les données pour eux. Ou bien, lorsqu'ils ont la volonté de partager, ils partagent une seule partie de ces données avec nous. Quand je dis avec nous, je parle des bureaux pays de l'OMS. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, enfin, je sais pas, mais est-ce que il y a des politiques qui sont en place? Réfléchissons-en un peu. Réfléchissons-en et puis voyons ce qu'on peut faire au niveau des ministres afin que nous puissions avoir un certain niveau d'acheminement et que ces derniers puissent facilement partager avec nous. Et Charlie, est-ce que vous pouvez conclure? Oui, 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 oui. Euh, la deuxième question, c'est la plupart du temps, on recommande les États membres ou bien les ministères de la Santé de mettre en place la plateforme des HIS à leur niveau, alors que nous-mêmes, au niveau de l'OMS, nous avons notre propre plateforme. Donc, ça devient, nous avons des plateformes de ministères de la Santé, que ce soit l'intégration ou le partage d'informations, et cela pose beaucoup de défis la plupart du temps. Voici donc les deux points que j'aimerais partager avec les délégués. Je vous passe la parole. Merci. Merci, Charlie. Alors, si vous voulez qu'on commence avec l'aspect politique, Étienne, est-ce que vous voulez répondre? Ensuite, l'intégration des données au niveau des pays, et puis la plateforme au niveau afro. Docteur Étienne? Oui, oui, merci. Merci. Désolé, ma connexion bug un tout petit peu, donc j'ai dû basculer vers une autre. Vous savez, la première question, la première partie de votre question. Euh, oui, nous avons un autre webinaire en vue. Et ce webinaire permettra donc de parler des accords de partage d'informations, de l'utilisation. Quand on parle des États membres ou des pays, en fait, on fait référence aux États membres, c'est-à-dire des ministères de la Santé. Voilà. Ce ne sont pas les bureaux pays de l'OMS. Alors, concernant l'IDSR, nous avons, heureusement, au niveau de l'OMS, bureau régional, nous avons une bonne stratégie qui fonctionne très bien et ça a été approuvé, c'est documenté, ça a été approuvé par les ministères de la Santé. C'est donc un ensemble de documents formels et on doit rendre compte à chaque comité régional sur l'état d'avancement des EDSR. Des pays sont engagés et on doit les féliciter pour cela. Alors, pour le partage d'informations et de données n'est pas véritablement un problème. Euh, L'idée est qu'on veut s'assurer que la donnée soit collectée. C'est ça le défi. Comment s'y prendre? Comment garantir la bonne qualité de ces données? Alors, nous avons également une autre partie de la question sur la plateforme. Au niveau régional, ce que nous faisons, c'est de centraliser les données pour la région. Vous avez les données de tous les pays. Il est possible de voir ce qui se passe dans chaque pays, chaque district. Les pays ont leur propre système. C'est ce que nous encourageons de toutes les façons. Et puis, euh, nous encourageons également de créer un lien. Par exemple, un pays qui ne dispose pas de DHIS2 est d'intégrer et de centraliser les données vers une plateforme.
Voilà un peu ce que nous recherchons. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des doublons ou bien doublons d'efforts. Non, non. Maintenant, l'aspect analytique qui est intégré peut être utilisé quand vous avez accès en tant que pays. Vous pouvez également le retirer dans votre propre système. Cela nous convient. Mais les données doivent être quelque part. En tout cas, je vous remercie. Y a-t-il une autre question? Nous n'avons plus de temps. Étienne? Docteur Étienne, nous sommes à la fin de la séance questions-réponses. La plupart des questions que vous avez posées, nous allons faire un effort pour répondre à ces questions et partager avec les délégués, respectueusement. En tout cas, merci pour cette participation, questions-réponses. Merci. Je repasse la parole au docteur Saliou. Écoutez, merci infiniment, chers participants et participantes. Comme le docteur Emmanuel l'a dit, nous essayons notre mieux pour satisfaire les préoccupations qui n'ont pas été répondues au cours de cette séance. Et on fera de notre mieux pour partager ces réponses avec les différentes présentations. La parole au docteur Étienne pour la prochaine étape et pour le discours de conclusion, docteur Étienne. Alors, docteur Saliou, merci infiniment. Je voulais simplement montrer une diapo, mais pour les soucis de temps, nous avons déjà épuisé euh, notre, notre agenda. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à toutes les préoccupations. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais il serait également très important de répondre à vos préoccupations. La question, notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, docteur Bachir. Vous savez, dans la plupart des processus et puis les sciences analytiques que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous essayons de voir comment on peut utiliser l'apprentissage par les machines. Vous savez, c'est devenu de plus en plus impossible de le faire de façon manuelle. Voici donc des initiatives que nous sommes en train de mettre, euh, en train de préparer. Comment est-ce que nous pouvons avoir une messagerie automatisée pour chaque pays, etc. Et ce sont des solutions autonomisées par l'intelligence artificielle. On utilise également l'IA dans la classification pour aider les équipes pour aller plus vite en termes de suivi, notamment dans le iOS. Voici donc des différentes solutions potentielles qui nous permettront de réduire la charge sur nos équipes qui font le travail, mais aussi au niveau des pays. Comme je l'ai dit, il y a déjà 52 pays qui sont impliqués dans l'initiative EIOS. Il y a eu tellement de questions, notamment sur l'accès à la plateforme. Et en tout cas, l'équipe reviendra pour analyser avec vous. Il y a déjà du travail qui a été fait. Nous avons également des points focaux en termes de surveillance dans des pays qui ont déjà accès à cela. Si un pays en particulier n'a pas accès, il serait très important d'interagir avec l'équipe pour leur octroyer l'accès. Il y avait des questions sur les sources de données. Je pense que cela vient des personnes qui comprennent le contexte. En fait, les données viennent du terrain, que ce soit les ministères de la Santé, etc., au niveau des districts et au niveau national. On les partage avec OMS Afro à cause des réalités régionales. Mais en fait, les données viennent au niveau des pays. Et le dernier point, concernant le partage des données, il est très important de dire que les données de l'IDSR sont très simples. Ce sont des données sur le nombre des décès ou bien des cas suspectés, le nombre de maladies dans les pays. C'est beaucoup plus facile à partager. Ce que nous espérons faire au niveau des pays, c'est de partager des informations sur eux-mêmes, car nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons également été impliqués dans la surveillance transfrontalière et les pays ont exprimé l'intérêt de s'inspirer de leurs pays voisins pour voir ce qui se passe au niveau des frontières. Voilà, donc on va aller tout doucement
étape par étape à ce niveau. Il y avait un autre point très important concernant l'EMS2 sur ce que nous faisons au niveau de l'afro avec notre système SEMS. C'est en fait une plateforme de gestion des événements et des signaux. C'est en fait une solution pour l'afro pour contrôler les signaux par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et il y a davantage d'outils en termes des équipes qui entreprennent des actions, des processus de vérification sur le terrain. C'est donc beaucoup plus adapté au contexte. Mais euh, il est clair que nous fournissons également des données à l'endroit de l'EMS encore une fois. Voilà, ce n'est pas un outil supplémentaire, mais plutôt complémentaire. En tout cas, merci à tout le monde. Je vais m'arrêter ici, mais la dernière chose que j'aimerais dire, c'est sur la surveillance collaborative. Et puis, c'est la diapo que je voulais afficher, mais je pourrai partager avec vous prochainement. Nous allons pas à pas, pour collaborer en termes de surveillance, et cela répond également à l'une des préoccupations. On veut aller au-delà du concept One Health. Nous voulons faire une surveillance multisectorielle. Par exemple, comment intégrer des transports, l'éducation et d'autres secteurs d'activité. Ceci est très important pour atteindre nos objectifs de détection précoce. Si quelque chose se passe, il faut que nous soyons capables de détecter ces événements, etc. Ça va donc au-delà de One Health. Généralement, c'est le gouvernement ou bien le ministère qui a des voies et moyens sur la gestion des données. Et c'est donc notre prochaine priorité d'avoir- et- et très pour intégrer les données, pouvons prendre l'interopérabilité. Est-ce qu'on peut identifier des indicateurs afin d'être capable de détecter? Je dirais aussi que l'intelligence artificielle, l'apprentissage par la machine sont des bases pour différentes références que nous sommes en train de faire. Le volume de données que nous obtenons euh, sont quasi impossibles de continuer à faire la méthode traditionnelle. On veut donc automatiser les processus. En dernier lieu, l'appui envers les pays. Tous ces outils permettent donc aux pays, les États membres, notamment les ministères de la Santé et les départements y afférents, de prendre en compte l'intégration. Nous voulons que les États membres puissent travailler avec et s'en servir comme un outil indispensable. Je vais m'arrêter ici en remerciant tout le monde. Nous étions à presque 240 personnes à cet appel. C'est incroyable. Les discussions étaient très riches, très fructueuses. Et je vous remercie pour tout cela. Mais ne vous en faites pas, nous aurons davantage de webinaires et d'autres thématiques à l'avenir. Merci encore une fois et passez une bonne après-midi. Merci. Merci, au revoir à tout le monde.